Bonjour et bienvenue dans cette capsule où on va parler cette fois-ci des ressources énergétiques, mais plus exactement on va chercher à détailler la fission et la fusion qu'on utilise dans les centrales nucléaires. Je vous rappelle que la fission c'est lorsqu'on casse à partir d'une petite particule un noyau pour donner deux autres noyaux et obtenir éventuellement d'autres particules. Au passage, il y a une émission de chaleur qu'on va utiliser dans les centrales nucléaires. Voyons un peu plus clair. Alors, au départ, il y a un noyau. Si on bombarde, comme vous l'avez vu, ce noyau avec un neutron, par exemple, il se fissure, il se casse, et au passage, comme vous l'avez vu, il libère une quantité d'énergie et d'autres sous-particules, d'autres neutrons. Revoyons cela. Lorsque j'ai différentes particules à l'intérieur d'un réacteur, par exemple, un neutron peut casser, ici on l'a vu, un noyau d'atome d'uranium pour former deux autres sous-noyaux, et ces noyaux sont instables, ils sont radioactifs, ils émettent de la chaleur. Et comme vous l'avez vu, au départ, à partir de un seul neutron, on a réussi, comme une réaction nucléaire libère, elle, 3 neutrons, on a réussi à faire ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Regardez. Le premier neutron libère 3 neutrons. Ensuite, ces 3 neutrons vont, à leur tour, entraîner des réactions. C'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. Les neutrons produits vont eux-mêmes entraîner la fission d'autres noyaux d'atomes. Voilà, comme ceci. Alors cette réaction peut être arrêtée, peut être limitée grâce à des petits systèmes. Comme ici, des espèces de petits Pac-Man. Elle reste néanmoins très difficile à contenir, très difficile à arrêter. C'est ce qui rend les centrales nucléaires assez dangereuses. C'est cette fameuse réaction en chaîne qu'on ne peut pas forcément arrêter instantanément et maîtriser rapidement. Pour résumer, lors de la fission, on va fissurer, casser un noyau d'uranium grâce en propulsant ici un neutron. On choisit l'uranium parce que ce sont des énormes noyaux, on l'a vu, qui contiennent plus de 230 particules, 230 nucléons dans leur noyau. Ils sont assez gros, donc plus faciles à casser. Lorsqu'on casse ce noyau d'uranium avec un neutron, cela entraîne l'apparition d'autres sous-noyaux qui sont instables, radioactifs et qui émettent de la chaleur. Et on a donc nos 3 neutrons ici qui sont émis par la réaction en chaîne. Si on veut, par exemple, noter cette réaction de fission sous la forme d'une équation, on a ici un neutron. Le neutron n'a pas de proton et il y a un seul élément dans son noyau. Ici, l'uranium au départ contient 235 nucléons pour seulement 92 protons. Il entraîne l'apparition d'autres éléments qui sont radioactifs et la production de 3 neutrons ici. On constate au passage que les lois de conservation du nombre de masse et du nombre de charges s'appliquent, à savoir au début on avait 236 au total, 1 plus 235, 236 nucléons, et en faisant la somme ici des différents nucléons avec 3 pour cette partie, 93 ici et 140 ici, on retrouve bien nos 236 nucléons. Les masses, le nombre de nucléons est conservé. Même chose, bien évidemment, pour le nombre de charges positives, pour le nombre de protons. Ces réactions nucléaires produisent de la chaleur et permettent de produire de l'énergie électrique dans les centrales, mais néanmoins, il faut savoir qu'elles restent très dangereuses puisque les radiations émises entraînent des problèmes au niveau du corps humain. En cas de forte exposition, cela entraîne des œdèmes, destruction de la moelle osseuse, des troubles vasculaires, un effondrement du système immunitaire et la mort assurée. Mais même les faibles expositions sont très dangereuses. Et à long terme, on voit la perte des cheveux, des poils, des cancers de la thyroïde, des cancers du poumon, des brûlures qui peuvent se produire, la destruction des globules blancs et des globules rouges, et puis surtout des problèmes au niveau de mutations génétiques qui peuvent se transmettre chez les enfants. Alors, les déchets qui sont produits par ces centrales sont stockés actuellement dans d'immenses piscines qui empêchent les radiations de sortir.
Mais que se passerait-il si si l'eau de ces piscines venait à se vider et si ces radiations venaient à se répandre? On est aujourd'hui à la recherche d'autres systèmes de stockage et notamment l'enfouissement de ces déchets radioactifs et notamment certains systèmes sont à l'étude l'idée qui est retenue, c'est d'enfuir ces différents déchets à 500 mètres sous terre dans des galeries et ces galeries sont ensuite remplies de verre. Ce système est encore à l'étude et cela n'est pas encore réellement appliqué et le stockage des déchets pose un certain nombre de problèmes, notamment à cause de leur durée de vie. Effectivement, certains déchets vont avoir ce qu'on appelle une période de vie, une période de demi-vie exactement, assez courte. Par exemple, c'est le cas de l'iode, qui a une durée de demi-vie d'environ 8 jours, 30 ans pour d'autres éléments, mais d'autres éléments radioactifs comme l'uranium, eux, ont des durées de demi-vie de 4,5 milliards d'années. Et aujourd'hui, aucun édifice construit par l'homme permet de durer suffisamment longtemps pour être sûr que ces déchets radioactifs ne se répandront pas dans la nature. Rien aujourd'hui ne résiste à 4,5 milliards d'années. Mais essayons de comprendre un peu mieux ce qu'est ce temps de demi-vie. Sarah, tu nous expliques ? Supposons qu'on va considérer 1000 pop-corn sur une plaque. On les place sur la plaque, on commence à chauffer la plaque et on lance un chronomètre. C'est par exemple au bout de 20 secondes que la moitié des pop-corn vont sauter de la plaque. Donc 500, il m'en restera donc 500 sur la plaque. On remet le compteur à zéro, le chronomètre à zéro, on le relance, et c'est encore au bout de 20 secondes environ qu'on aura encore la moitié des pop-corn, donc 250, qui vont sauter de la plaque. Et ainsi de suite. Toutes les 20 secondes, on a finalement la moitié de nos pop-corn qui vont sauter. Alors, je sais pas, autrement dit, parmi ces pop-corn, quel est celui qui va sauter, mais je sais qu'au bout de 20 secondes, il y aura la moitié d'entre eux qui auront sauté de la poêle. Eh bien, pour un échantillon radioactif, c'est un peu le même raisonnement. Si je prends 1000 éléments radioactifs, 1000 radioéléments, je ne sais pas parmi eux lesquels vont se désintégrer, lesquels vont se transformer, mais ce que je sais, c'est qu'au bout d'un certain laps de temps, la moitié d'entre eux vont se désintégrer, et encore au bout du même laps de temps, j'aurai encore la moitié d'entre eux qui vont se désintégrer, et ainsi de suite. Ce laps de temps, qui correspondait aux 20 secondes dans l'exemple des pop-corn, s'appelle la période, ou encore le temps de demi-vie. C'est une caractéristique des éléments radioactifs, des radioéléments. On voit ici quelques exemples pour vous donner des ordres de grandeur. L'iode 131, sa période, c'est 8 jours. Autrement dit, si je prends 1000 radioéléments, initialement, je déclenche le chronomètre, au bout de 8 jours, j'aurai 500 éléments radioactifs. La moitié d'entre eux se seront désintégrés. Et encore au bout de 8 Merci Sarah pour cette explication. Donc, ce type de courbe est appelé courbe de décroissance radioactive. Ça permet de savoir pour un échantillon qui va petit à petit passer d'un état instable à un état stable, ça permet pour un échantillon de savoir au bout de combien de temps la moitié des atomes instables sera devenu stable, et puis ensuite la moitié de la moitié de la moitié, etc. Donc au bout ce qu'on appelle une période, la moitié des éléments d'un échantillon, des éléments instables d'un échantillon, seront redevenus stables. Parmi les éléments qui sont instables, il faudra encore attendre une période pour que la moitié des éléments instables qui restaient redeviennent stables, et ainsi de suite. Ce type de courbe permet de savoir au bout de combien de temps un échantillon n'est plus radioactif, ou en tout cas moins radioactif. Ce qui veut dire que pour l'uranium qui est produit comme déchet dans les centrales nucléaires, pour que la moitié de la quantité de déchets ait perdu sa radioactivité, il faut 4,5 milliards d'années. Mais au bout de 4,5 milliards d'années, les déchets, il y a encore des déchets radioactifs. Et pour que la moitié des déchets qui étaient encore radioactifs
perdent leur radioactivité, redeviennent stables, il faudra encore attendre 4,5 milliards d'années et ainsi de suite. Donc, les déchets restent radioactifs et donc dangereux pendant extrêmement longtemps. D'où le problème de la gestion de ces déchets. Oui, je sais ce que vous pensez, c'est pas un très beau cadeau qu'on fait aux générations futures. Pensez-y à chaque fois que vous laisserez la lumière allumée dans une pièce ou que vous laisserez vos appareils électroniques allumés sans que vous en serviez. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura permis d'en savoir plus sur la fission. N'oubliez pas de compléter votre questionnaire en ligne et moi je vous dis À plus en classe! à plus en classe.